Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, histoire juive de la France avec Sylvie Anne Goldberg. À l'heure où le judaïsme vit de nouveau des heures délicates dans le monde et en France, un livre monumental vient à point nommé tout à la fois nous passionner, nous interpeller, nous nourrir et nous envoûter. Il s'agit de l'histoire juive de la France, un ouvrage dirigé par Sylvie Anne Goldberg, un ouvrage encyclopédique qui a réuni plus de 150 contributeurs, qui compte plus de 1000 pages, avec plus de 500 illustrations, enfin une somme de travail inouïe et absolument inédite. Sylvie Anne Goldberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études émérite à l'EHESS, c'est-à-dire l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez été directrice du groupe d'études juives du Centre de recherche historique de l'EHESS et vous êtes l'auteur de très nombreux livres que je ne citerai pas, mais j'en citerai deux. La Clepsydre, essai sur la pluralité des temps dans le judaïsme, paru chez Albin Michel en 2000, et Comment s'écrit l'histoire juive en 2019 chez Albin Michel aussi. Et c'est aussi chez Albin Michel que vous publiez cet ouvrage collectif, donc j'ai dit, qui réunit 150 contributeurs, auteurs, autour de la question de l'histoire juive de la France. Première question, Sylvie Anne Goldberg, première question, pourquoi histoire juive de la France? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit une histoire des Juifs en France, par exemple? Bon, la réponse la plus simple, c'est qu'une histoire des Juifs en France, il y en a déjà eu. Ça a commencé avant même l'émancipation des Juifs. C'était un pasteur protestant qui avait commencé à écrire une histoire des Juifs. Mais là, la perspective est très différente. S'il y a des histoires des Juifs en France ou des histoires des Juifs de France, bon, il y a des gens qui mettent des nuances entre le « en » et le « de ». Là, ce qu'on a voulu faire, c'est une histoire de France, mais une histoire qui soit une histoire juive, c'est-à-dire non pas les Juifs perçus comme une entité isolée, mais les Juifs partie intégrante de l'histoire de France. Et c'est complètement différent comme démarche. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qui se passe chez les Juifs en même temps que ce qui se passe pour l'histoire de France. Et on voit, quand on met les choses ensemble, qu'il y a un synchronisme absolument étonnant quand on n'y avait jamais pensé avant. Alors, je précise que cet ouvrage est si monumental et si passionnant qu'on va lui consacrer 4 émissions, qui sont 4 temps un petit peu de cette histoire juive en France. Et effectivement, lorsque l'on entre dans ce livre, d'abord, on n'en sort plus. on est pris par la multiplicité des points de vue, des articles, une iconographie tout à fait extraordinaire. Mais quand on rentre dans ce livre, on lit effectivement une histoire de France, vue avec une coloration, vue avec un prisme. Et on s'aperçoit à chaque page à quel point, finalement, les Juifs sont partie intégrante charnelle de l'histoire de France.
Oui, vous avez pointé la démarche. Le but de cet ouvrage, à part le fait de produire un très beau livre, ce qui est réussi, c'est aussi de montrer d'une part qu'on peut faire une histoire de France de manière différente et d'autre part qu'on peut aussi faire de l'histoire des Juifs en les présentant comme des acteurs, pas seulement comme des objets, mais comme des sujets, des gens qui sont des acteurs de cette histoire, qui n'est pas qu'une histoire juive, qui est aussi une histoire de France. Et ça, c'est relativement inédit dans les démarches historiographiques. Alors, encore une petite question avant de rentrer dans le corps, dans la chair de ce livre, comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on organise un livre, je dirais un projet encyclopédique de cette ampleur? Comment vous travaillez? Vous travaillez toute seule? Vous téléphonez à tous les universitaires, parce que vous avez des universitaires qui sont en France, mais en Israël, aux États-Unis, en Angleterre, en un peu partout. En Italie, en Allemagne, en Angleterre, partout. Oui, Donc, oui. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez pris votre téléphone et puis vous avez dit, voilà, est-ce que tu veux travailler Alors, on avec moi? ne prend plus son téléphone de nos jours, mais C'était une image, oui. on tape sur son clavier et on envoie des emails. Donc, comment on organise ce genre de choses? D'abord, il faut penser à ce qu'on veut faire. Le titre et l'idée de l'ouvrage. Alors, le titre m'est venu par Jean Moutapa, qui est toujours l'éditeur d'une série encyclopédique, série pour laquelle j'avais déjà contribué dans un volume qui s'appelait «L'histoire des relations entre les Juifs et les musulmans du Coran à nos jours». Donc moi, j'avais dirigé avec Abdelwahab Medeb la partie transversale, et la partie transversale d'une histoire comme celle des relations entre les Juifs et les musulmans, ça implique de voir l'histoire autrement. C'est-à-dire de voir non pas les choses dans leur aspect purement chronologique, mais de comprendre ce qui lie les populations entre elles, quels sont les liens culturels, quelles sont les manières de penser, etc. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà fait pour cette collection, qui est une très très belle collection. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus et qui, je pense, finiront par être des classiques chaque fois sur un thème particulier. Mais en ce qui concerne ma démarche personnelle, j'ai beaucoup contribué à des encyclopédies. J'ai notamment été responsable pour tout ce qui concernait la France de la 2e édition de l'Encyclopédia Judaica, qui est le grand classique en matière d'encyclopédie. C'est en langue anglaise et c'est une entreprise. Alors, je ne sais pas s'il y a 22 ou 24 volumes, mais enfin, vous voyez, c'est étalé. Quand on est responsable de l'objet France, ça rentre dans toutes les rubriques, la France, d'une histoire encyclopédique des Juifs au niveau planétaire. Ça rentre dans les rubriques culturelles, ça rentre dans les rubriques antisémitisme, persécution, culture, philosophie, perception, droit, littérature rabbinique, littérature générale, chansons, vous voyez, il y a de tout. Donc la question ne m'était pas complètement étrangère. D'autre part, de par le fait que les études juives en France ne sont pas vraiment représentées, disons pas en tant que domaine scientifique, j'ai surtout travaillé ailleurs, en fait, avec des collègues qui étaient là où il existe véritablement des études juives. D'où ma possibilité de connaître tous ceux qui travaillaient sur la France, que ce soit parce que c'est leur spécialité académique, soit parce qu'ils ont touché à l'histoire des Juifs de France pour des thématiques très précises. Mais en fait, cette démarche, elle s'est faite, je dirais, presque naturellement. Très bien, mais on va rentrer maintenant un petit peu dans cet ouvrage. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. C'est donc une histoire de la France vue, une histoire juive de la France vue par le prisme juif. À quel moment a-t-on identifié les premiers juifs dans ce qui est, pas la France, mais enfin le territoire actuel de la France? À quel moment est-ce qu'ils sont arrivés? Je crois très très tôt, en fait. On ne sait pas.
En fait, on ne sait pas parce que nous n'avons pas pour les périodes de l'Antiquité tardive et même du très haut Moyen-Âge, nous n'avons pas de sources aussi discertes que celles que nous avons pour les siècles qui nous précèdent. Donc nous avons des mentions de Juifs et nous avons des mentions de Judéens qui quittent la Palestine et qui s'enrôlent dans les légions romaines. Nous savons que les légions romaines arrivent dans les pourtours méditerranéens. Nous avons tous lu Astérix et Obélix. Nous savons jusqu'où elles viennent. Donc il y a des légionnaires juifs. Nous savons aussi qu'en plus de ces légionnaires juifs, il y a des captifs qui ont été pris comme esclaves après les guerres de Judée. Donc il y a eu les guerres contre les Romains, la première avec la destruction du temple, enfin la plus célèbre je dirais, et ensuite avec la révolte de Bar Korba, 2 siècles et demi plus tard. Et donc cela donne en fait des cohortes de Judéens, donc de Juifs de Palestine, qui sont prisonniers et qui sont envoyés comme esclaves dans les régions conquises par les Romains. Mais ces Judéens deviennent des Juifs dans la littérature, évidemment, et ils ne retournent pas forcément en Palestine. Donc ils font souche là où ils sont. Sur le parcours exact des Juifs qui ont fondé les communautés que nous voyons émerger au Xe siècle, c'est-à-dire bien longtemps après, nous n'avons pas vraiment idée ni de leur date d'arrivée, ni de leur manière d'arriver. Alors, sont-ils les descendants de ces légionnaires ou de ces esclaves romains ? Nous n'en savons rien. Sont-ils arrivés par leurs propres moyens ? Ont-ils bénéficié des conquêtes opérées par l'islam qui ont rouvert complètement la planète à la circulation pour les Juifs ? Tout ça reste dans l'hypothèse et les interprétations des chercheurs. Mais la tradition juive nous dit que que la plupart des implantations des Juifs en Europe sont des migrations volontaires. Les Juifs ont quitté la Palestine. Ils seraient arrivés via l'Italie et l'Allemagne et se seraient installés là. C'est pas ce que les sources nous disent, mais c'est ce que la tradition nous enseigne. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il y avait des Juifs en France avant qu'il y ait des chrétiens, et pour cause, parce que le christianisme n'existait pas encore. Oui, parce que l'évangélisation s'est faite de manière très lente et très progressive. Donc, intégrée à l'histoire de France dès son origine. Enfin, oui. L'histoire de France, entre guillemets. L'histoire du royaume d'abord, et l'histoire de France ensuite. Ouais. Et donc, alors, évidemment, dans ce livre, l'histoire juive de la France, vous consacrez une partie importante à ce Moyen-Âge, ce magnifique Moyen-Âge juif. On va en reparler, hein, très diversifié, c'est-à-dire que dans les différentes régions de la France actuelle, le judaïsme est très différent. Mais ce qui m'est apparu de façon très, très nette, c'est que dans les tout premiers descriptifs ou témoignages de Juifs pendant le Haut Moyen-Âge, les Juifs apparaissent très souvent du fait de leurs compétences. C'est d'abord des compétences qui apparaissent, c'est-à-dire on dit un tel était à la cour du roi ou du calife ou machin, etc. Et c'est soit des diplomates, soit des commerçants, bien sûr, des érudits, des médecins. C'est-à-dire on a l'impression, je ne sais pas si je me trompe, que les toutes premières apparitions en fait, de Juifs dans la littérature, c'est ça, c'est-à-dire que sont des compétences. Est-ce qu'on prenait les Juifs ou est-ce qu'on en parlait à cause de ces compétences ? Alors, je vais répondre à cette question, mais je voudrais d'abord rappeler que les premières apparitions de Juifs dans la littérature, c'est dans la littérature des pères de l'Église. Les premières mentions de Juifs sont faites par les chrétiens. Les ouvrages théologiques chrétiens nous présentent les Juifs, quel que soit le portrait qu'ils en fassent, qui est en général peu élogieux. C'est pas des compétences des Juifs dont ils parlent. Et en fait, les écrits chrétiens servent beaucoup aux historiens pour essayer de grappiller quelques éléments justement de cette histoire sur laquelle nous n'avons aucune documentation du côté juif. Donc les premiers révélateurs
révélateurs de la vie des Juifs, en Europe aussi, ce sont les conciles et les synodes. Et là, on nous apprend qu'il y a des Juifs qui sont là, qui vivent, qui font des tas de choses avec les chrétiens. C'est très mal vu par l'Église, mais ils sont là. Maintenant, en ce qui concerne les compétences, il faut se rendre compte que la Gaule, comme les pays germaniques, c'était des pays où la culture écrite n'existait pas. Le parcours de l'évangélisation chrétienne en Europe a été aussi le parcours de la culture écrite. C'est-à-dire, ils ont été parmi les premiers à avoir des compétences qui leur permettaient de communiquer avec l'extérieur, de connaître les langues. Alors l'Église, en général, se limitait au latin, mais les Juifs parlaient toutes les langues de tous les pays. Ils ne parlaient pas hébreu, par contre. Oui. Et l'impression qu'on a aussi, c'est que ces Juifs, alors je dirais jusqu'au XIe siècle, quelque chose comme ça, là où on commence à avoir une littérature. Dixième, disons. Hein? Dixième. Bon, dixième siècle. Mais si vous voulez, ces premiers témoignages, même au niveau de l'archéologie, on a l'impression que ces Juifs, alors, est-ce que vous me confirmez, ne vivaient pas dans des communauté. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y en avait très peu, d'ailleurs, probablement, et ils étaient un petit peu répartis, avec quelques familles, mais on n'a pas l'impression qu'ils vivaient, ils avaient leur religion, mais qu'ils vivaient à part du reste de la population. Oui, je pense que c'est la meilleure manière d'essayer de comprendre la façon dont ce que nous appelons des communautés se sont fondées. C'est-à-dire qu'au départ, alors je reviens à mes soldats juifs romains ou alors à mes descendants d'esclaves, ce sont des gens qui sont d'abord des individus masculins. C'est important, je crois, en la matière. Ils sont probablement... Est-ce qu'ils sont mariés avec des... Justement, voilà. J'allais y arriver. Il est très difficile de savoir exactement, mais on peut supposer qu'ils sont arrivés tout seuls. Soit célibataires, soit qu'ils aient laissé leurs épouses, ou qu'on les ait forcés à laisser leurs épouses là où elles étaient, et qui ont dû fonder des familles qui elles-mêmes étaient pour une part des familles moitié locales, moitié avec une religion juive transmise à l'époque où il n'y avait pas le Talmud non plus. Hein. Il ne faut pas oublier que le judaïsme n'était pas du tout normalisé comme il l'a été dans les siècles suivants. Il ne faut pas non plus perdre de vue que nous sommes face à des phénomènes dans la cristallisation des monothéismes qui durent pendant des siècles avant de se stabiliser et de se cristalliser. Les chrétiens savent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Les juifs savent qu'ils sont juifs, qu'ils ont des interdits, parce que les interdits juifs remontent à l'époque biblique, les chrétiens n'ont pas ces interdits, mais qu'est-ce qui les différencie fondamentalement, tant que nous n'avons pas d'école rabbinique, tant que nous n'avons pas des monastères où on enseigne vraiment ce qui différencie le judaïsme du christianisme, les gens, je dirais au niveau local, ont une perception des différences qui est certainement beaucoup moins aiguisée et beaucoup moins forte que celle qu'ils auront après quand ils seront passés par les écoles juives, chrétiennes, par les abbayes, par les synagogues, etc. Donc le Haut Moyen-Âge, c'est une période où les choses sont en train de se faire. C'est-à-dire que les identités sont en construction et puis nous savons par des sources du 8e et du 9e siècle que les chrétiens, ils aiment bien écouter les juifs parce que c'est ce que nous dit l'évêque de Lyon. Hein. En fait, il trouve que les rabbins prêchent mieux que les curés. Il y a une explication, c'est que les curés sont encore illettrés. Et donc, leurs prêches par rapport à la Bible sont évidemment de moindre qualité, je dirais, que ceux que les rabbins peuvent donner le Shabbat à la synagogue, parce que les Juifs savent lire, et ils savent, pour la plupart d'entre eux, pas pour tous évidemment, écrire. Mais lire, pourquoi ? Parce qu'on est encore dans une société de l'oralité. Donc, il a fallu d'abord lire, ensuite apprendre par cœur. Tout se passe par l'oral. Sauf que il y a eu des commentaires juifs de la Bible à partir de l'époque de la Mishnah. Donc, vous voyez, ça remonte encore à l'époque de la dernière période du Second Temple. Ces commentaires ont été transmis
de manière orale, ils sont passés avec les gens. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que les gens qui sont partis de Judée avaient déjà un capital, je dirais, de culture qui était par rapport à la Bible. Je ne sais pas quelle était leur culture par rapport au cosmos ou l'astrologie, ou la médecine. Là-dessus, je ne rentre pas. Mais par rapport à ce qu'était la Bible, sa transmission, ses explications et son système symbolique, c'était vraiment sans commune mesure avec ce que les chrétiens pouvaient avoir à cette époque. Alors, vous avez ces compétences-là, mais il y a d'autres compétences qui sont tout aussi importantes et qui sont liées à l'histoire des Juifs. L'histoire des Juifs est aussi une histoire de dispersion et de ramification. Alors on voit ça dans le monde contemporain. Si vous prenez une famille de juifs français, elle aura aussi de la famille aux États-Unis, en Angleterre, en Israël et peut-être aussi au Canada et en Nouvelle-Zélande. Eh bien au Moyen-Âge, c'était déjà comme ça. Les communications étaient beaucoup moins rapides qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que pour transmettre un message, ça pouvait prendre des mois, voire des années, mais les communications passaient d'une rive de la Méditerranée à l'autre, d'une rive d'un fleuve à un autre, et nous avons des sources, justement, dans la littérature rabbinique, qui font état de ces échanges, qui sont à la fois des échanges culturels, au niveau de la culture juive, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un rabbin qui est le meilleur, disons pour le dire simplement, qui est à Bagdad. On se trouve, comme c'était le cas de Rachi en France, il va aller chercher en Allemagne ceux qui ont pu avoir étudié. À ce moment-là, on a déjà le Talmud de Babylonie qui était à Bagdad. Il va étudier là-bas et il va ramener tout ce qu'il a appris en France et fonder des écoles. Et le savoir juif, donc depuis les toutes premières dispersions, s'est transmis comme ça, de maître à élève, de père à fils. Et vous parlez aussi au Moyen-Âge des Radhanites. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ces... Alors ça, c'est un des grands mystères. C'est un des grands mystères. C'est Radhanites. Oui, ouais. Les Radhanites. Bon, il y a eu des discussions à la fois sur l'étymologie du terme, parce que certains ont pensé que ça pouvait... Ce sont des marchands, c'est ça ? Alors, ce sont des marchands. Des marchands de quoi d'après le texte que nous avons. Le texte source, c'est à peine quelques lignes. C'est écrit par un auteur arabe. Les auteurs arabes nous ont fourni beaucoup d'informations sur la vie en général. Parce que la conquête musulmane a permis de briser la ligne de démarcation qui existait entre... entre l'Empire perse, disons l'Orient, ce sera plus simple, l'Orient et l'Occident. Avec la montée de Byzance, c'est-à-dire le christianisme installé en Orient, il y avait eu une fracture complète entre ces deux mondes. C'était deux planètes, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la culture juive, quand on parle du Talmud de Jérusalem, qui n'était pas à Jérusalem mais à Tibériade, peu importe, et le Talmud de Babylonie. Nous avons là deux aspects culturel du judaïsme qui, pour les siècles où les deux Talmudim ont été écrits, n'avaient que peu de contacts. En tout cas, pour ce que nous en savons. Vous avez là deux mondes, l'Orient et l'Occident. Mais au niveau planétaire, la fracture existait. Or, les Juifs qui avaient des ramifications des deux côtés, que ce soit par des liens familiaux ou par des migrations, parce qu'on pouvait traverser les frontières pour apprendre auprès d'un maître et ramener des choses, permettaient des échanges qui pouvaient être des échanges commerciaux et des échanges intellectuels de se produire en dépit des guerres locales et des limites géographiques locales. Ces Radhanites nous sont décrits donc en quelques lignes par un auteur un peu géographe arabe, et il nous parle d'une population dont on a pensé que c'était les Juifs, qui pouvaient traverser tout ce qui était la planète connue de l'époque pour transporter des denrées d'un endroit à l'autre de la planète, mais des denrées qui pouvaient être aussi bien matérielles que intellectuelles. Et là, c'est important pour revenir aux compétences que vous avez évoquées tout à l'heure. Pensez aux seigneurs de l'Île-de-France, pensez aux rois
les denrées qui existaient en Chine ou en Inde, elles n'étaient pas accessibles. Ces denrées, c'est quoi? C'est les épices, les parfums, les tissus comme de la soie. Et en fait, de ce que nous en savons, de ce que les sources nous disent, c'était des Juifs qui se chargeaient de faire importer tous ces matériaux. Donc, on peut... Non, on a l'impression, déjà, le côté cosmopolite des Juifs, je veux dire, au Haut Moyen-Âge. On a l'impression... En fait, c'est une impression qu'on a beaucoup dans votre livre, c'est qu'il y a des rémanences. Pendant 2 millénaires d'histoire juive française, l'histoire de la France juive, il y a des rémanences comme ça. Et là, déjà, on voit se mettre en place le cosmopolitisme, comme on va voir se mettre en place au cours du Moyen-Âge tous les éléments de l'antisémitisme aussi. On a l'impression d'ailleurs, il y a une espèce de tournant qui se fait à l'époque de Philippe Auguste, c'est-à-dire au tournant du XIIe siècle, c'est ça. Et là, il y a probablement que les Juifs ont vécu plus ou moins tranquilles jusqu'à ce moment-là. Et là, ça commence à se gâter pour les Juifs à ce moment-là. Alors, plus ou moins tranquille... Plus ou moins tranquille. C'est relatif. Les Juifs, alors, on a une image très contrastée, en fait, de la vie des Juifs. À partir du moment où on a des sources, c'est-à-dire des sources directes, pas seulement des sources qui évoquent les Juifs comme un repoussoir, comme c'est le cas dans certains textes des pères de l'Église, ou alors comme dans les décisions des conciles, toujours de l'Église, qui disent il faut interdire aux chrétiens de partager la table des Juifs, de faire bénir leurs champs par les Juifs, etc. Ça nous donne aussi une image des Juifs, mais c'est dans le négatif. Donc, pour construire la vie des Juifs, on est obligé de renverser l'image qui nous est donnée par ces textes. Mais lorsque nous avons des sources plus directement historiques, soit dans les sources de la littérature rabbinique, soit par les écrits des chroniqueurs chrétiens, soit par les chartes qui sont prises pour les Juifs, nous voyons de forts contrastes. C'est-à-dire d'un côté, des Juifs dont les talents et les compétences sont appréciés au plus haut niveau, parce qu'ils sont des conseillers, qu'ils remplissent des fonctions au niveau, alors j'allais dire étatique, mais c'est un mot anachronique pour l'époque, disons au niveau de la cour, et ils remplissent en même temps des fonctions au niveau interne auprès des Juifs. Ce sont souvent des rabbins, c'est les mêmes. Ce sont des maîtres rabbiniques qui sont à la fois les conseillers des rois, des princes et des seigneurs. Et puis, on voit apparaître de temps en temps des tribulations et des persécutions. Et puis, nous voyons à un moment Rachi qui glisse quelque part. Nous vivons parmi les chrétiens et nous en avons peur. Ouais. Donc, c'est quand même une image très contrastée. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qui va se produire dans la seconde partie du Moyen-Âge, à partir du moment où des mesures juridiques seront prises à l'encontre des Juifs. Ouais. Pour le moment, on n'en est pas là. Ouais. Il y a évidemment des lois anti-juives qui existent depuis que le christianisme existe, mais en tout cas, en France, c'est un phénomène qui dépasse aussi le royaume, parce qu'on voit le phénomène se produire dans les pays germaniques en même temps. Hein. Il y a une synchronie dans le traitement des Juifs, mais il n'y a pas de persécution globale, générale de tous les Juifs. C'est local. Ouais. C'est local, et puis ça change. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment donné un interdit, une persécution, un bûcher, et puis après ça retombe. Jusqu'à ce que ça ne retombe plus. Oui, bien sûr. Et on est frappé quand même dans cette première partie du Moyen-Âge de voir l'imbrication quand même de la vie des Juifs et des chrétiens, parce que il y a là on peut parler peut-être de communautés, mais enfin elles sont quand même très mélangées. Dans les juiveries par exemple, les rues juifs, il y a des chrétiens qui vivent là aussi. Et les Juifs ont aussi des propriétés à l'extérieur des juiveries, donc le phénomène de ghetto n'existe pas vraiment non, encore. C'est beaucoup plus tardif, le ghetto. Encore plus étonnant, c'est que les Juifs ont des domestiques chrétiens. En tout cas, les Juifs qui ont un certain niveau de richesse, ils ont des domestiques chrétiens. Il y a des femmes chrétiennes qui sont nourrices d'enfants juifs. Cette imbrication, on a un peu de mal à se l'imaginer, puisque nous, on voit peut-être
beaucoup trop le passé sous la forme des communautés, des ghettos, voilà, de l'exclusion, puis de la Shoah, etc. On a un peu de mal à s'imaginer cette vie imbriquée des chrétiens et des juifs, même si les juifs n'avaient pas forcément la vie facile. Il faut imaginer d'abord que numériquement, les juifs sont en tout petit nombre. Et qu'ils représentent une classe sociale différente. D'abord parce qu'ils ne sont pas chrétiens et que nous sommes en pays chrétien. Et donc, c'est un cas particulier dans la société chrétienne. Et d'autre part, ils ont, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont beaucoup plus lettrés que leurs voisins. Ils peuvent remplir des fonctions auprès des seigneurs et des princes que les chrétiens. Et puis alors, quels chrétiens? Nous sommes dans une société où existent encore les serfs. Les juifs ne sont pas des serfs. Les juifs restent en tant que juifs, alors non pas des individus, mais des regroupements ethnico-religieux. Je ne sais pas quel est le terme qui conviendrait le mieux, mais qui est quand même différent de celui de ses voisins. Alors, c'est vrai, vous avez un rabbin qui participe aux chasses à cour du prince, par exemple, mais en même temps, il est le conseiller de ce prince pour ses affaires financières. Vous avez ceux qui font ce qu'on dirait aujourd'hui de l'import-export, hein, ceux qui sont en relation avec les pays étrangers qui font venir les denrées précieuses et prisées par les cours, et donc ils ont un statut social différent. Maintenant, ce que nous ne pouvons pas savoir, c'est s'il y avait, par exemple, des nécessiteux, des pauvres parmi ces juifs, parce que nous ne connaissons, voilà, nous ne connaissons que ceux qui sont restés, dont le nom est resté pour une raison ou pour une autre. C'est-à-dire ceux, soit qui avaient des fonctions particulières, soit qui eux-mêmes ont dominé le savoir rabbinique ou qui ont dirigé des écoles. Mais il y avait probablement aussi, et ça on le sait, je dirais presque par la bande, parce que lorsque l'on regarde les lois qui sont promulguées au niveau local, on voit qu'il existe une grande part qui s'attache aux pauvres, aux nécessiteux, aux vagabonds, dès le plus haut Moyen-Âge. Ce qui veut dire qu'il y a une population juive errante, pour une certaine partie d'entre eux, qu'on doit accueillir, qu'on doit soigner, etc. Ce ne sont donc pas ces beaux juifs riches qui participent aux chasses à cour. Il y en a d'autres aussi. Mais sur eux, nous n'avons, à part ces lois qui déterminent la charité, aucune autre source d'information. Et justement, tous ces juifs dont on a gardé le souvenir. On a l'impression, en fait, que les Juifs à cette époque, c'est au Moyen-Âge, encore une fois, ils ont le droit d'exister en tant que Juifs tant qu'ils sont utiles au prince. C'est-à-dire que, justement, par ses compétences, parce que tant qu'ils sont utiles, ils ont le droit d'être là. Donc, il y a une espèce de nécessité quand même en permanence, c'est ce qu'on sent, hein, une nécessité en permanence de justifier son existence par justement une utilité par rapport à l'environnement dans lequel on est, par rapport aux chrétiens, par rapport aux princes, par rapport aux seigneurs. Oui, parce que la situation est compliquée. Si vous regardez le haut Moyen-Âge européen et surtout français, puisque là on parle de la France, la monarchie qui est en train de s'établir est une monarchie de droit divin, monarchie chrétienne. Or, en principe, il ne peut pas y avoir de juifs dans un pays chrétien. Donc, vous avez une relation paradoxale qui se monte entre, d'un côté, les seigneurs et les rois qui ont besoin des juifs parce qu'il n'y a pas d'autres interlocuteurs, et l'Église qui est derrière, qui leur dit « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites avec des juifs ? Ça ne va pas ». Ce ne sont pas des gens qui peuvent habiter avec vous, avec lesquels vous pouvez voisiner, boire et manger. Ce n'est tout simplement pas chrétien. Et il ne faut pas perdre de vue cet aspect des choses. Plus la monarchie va se constituer comme étant une monarchie de droit divin, c'est-à-dire qui représente... Alors, il y a une appropriation de la dynastie davidique qui se met en place. Hein. Vous pouvez voir dans les écrits
alors, on peut citer Saint-Louis, mais il est juste à un moment de la chaîne. C'est quelque chose qui se produit de manière graduelle. Les rois deviennent de plus en plus le divin incarné. Et donc, à partir du moment où ils deviennent le divin incarné, soit ils cèdent aux Juifs, soit ils cèdent à l'Église. Hein. Pensez le roi Louis IX, donc Saint-Louis, qui posait les écrouelles, c'est-à-dire il avait aussi la possibilité de guérir les malades. On est là dans une approche de la monarchie qui est complètement différente. Et là, la position des Juifs devient très compliquée. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on commence à remplacer les Juifs. Donc il y a aussi les transformations économiques. Il y a l'urbanisation, il y a l'industrialisation, il y a ce qu'on a appelé les Lumières du Moyen-Âge. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui montrent que la littéracité augmente, c'est-à-dire que les curés illettrés dont je vous parlais tout à l'heure ont appris à lire entre-temps. Ils ont beaucoup discuté avec les savants juifs qui connaissaient très bien les exégèses bibliques. Apparaissent aussi des savants chrétiens qui sont tout à fait à même de lire et d'expliquer la Bible. Donc les compétences en matière de la religion révélée des Juifs ne sont plus nécessaires parce qu'elles sont passées aussi chez les chrétiens. Donc vous voyez, il y a effectivement... Et même par rapport au prêt d'argent, qui était traditionnellement... Alors le prêt d'argent, c'est un peu le cheval de mer. Hein. Ouais. Le prêt d'argent, c'est quelque chose qui a été... Il y a à un moment donné des chrétiens qui se sont mis aussi... mais les chrétiens y étaient dès le début. En fait, ce n'étaient pas les Juifs qui étaient les grands usuriers du royaume de France, c'était les Lombards. Toutes les sources le disent. Ouais. Et il y a même des travaux qui montrent que, en fait, le rôle des usuriers juifs dans la dernière partie de leur existence légale en France, en fait, c'était essentiellement ceux qui faisaient des petits prêts. C'est-à-dire que les grands prêteurs, c'était plus des juifs, c'était d'autres banquiers, mais eux servaient aux paysans et aux serfs à assurer le quotidien. Donc, vous voyez, il y a eu en fait un amenuisement ou une dégradation de leur position sociale un peu à tous les niveaux. Oui. Alors, il y a aussi un plan sur lequel les Juifs ont marqué l'histoire de France, disons-le comme ça, c'est au niveau culturel. C'est-à-dire que dans cette culture française qui est en pleine ébullition, en pleine formation au Moyen-Âge, et cette langue française aussi, les Juifs jouent un rôle fondamental. Notamment, il y a la personnalité de Rachid, qui est quand même extrêmement forte, parce que c'est une personnalité au moins aussi importante pour l'histoire de France que pour l'histoire juive. Alors, pour l'histoire de France, j'ai l'impression qu'on commence à peine à s'en apercevoir dans les dernières décennies. Si vous prenez les manuels classiques, enfin pour les gens de ma génération, Rachid n'est mentionné nulle part. On commence maintenant à le mentionner et on commence à mesurer son importance pour des raisons qui ne sont pas liées à son rôle dans le judaïsme, mais par le fait qu'il est un conservatoire du vieux français, par exemple. Rachid, comme j'imagine que vos auditeurs le savent, est un grand maître rabbinique. Il est qui vivait en Champagne. Qui vivait à Troyes en Champagne. Donc, il faut imaginer Troyes en Champagne à l'époque, c'est un tout petit trou. Hein. Il n'y a pas grand-chose là-bas. C'est bien plus petit que la Troyes actuelle. Mais il a réalisé une œuvre absolument monumentale qui sont ses commentaires de la Bible et du Talmud. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait été apprendre le Talmud de Babylonie dans sa jeunesse, qu'il avait été étudié en Allemagne, là où il y avait ce que nous dit la tradition, un exemplaire du Talmud de Babylone, qu'il avait entièrement appris par cœur et qu'il avait ramené de manière à en faire une copie. Et il est donc à la tête de ce qui va devenir, grâce à ses trois gendres, l'école française, ce qu'on a appelé les Tosafis, c'est-à-dire des grands... alors, les Tosafis, ça veut dire ceux qui ajoutent. C'est ceux qui ont adapté, en fait, les lois talmudiques à la vie quotidienne des Juifs au Moyen-Âge. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand même que ce Rachi est aussi... C'est aussi une des toutes premières occurrences de la langue
française du Nord, enfin de la langue d'Oïl. C'est-à-dire qu'il joue, on a parlé beaucoup de francophonie ces dernières semaines, il joue un rôle essentiel aussi c'est un marqueur important de la langue de l'ancien, ce qu'on appelle l'ancien français. Oui, et les linguistes l'utilisent beaucoup pour retrouver justement des éléments de l'ancien français. Mais on avait l'impression que les intellectuels, en tout cas à cette période du XIe, XIIe siècle, je pense à Abélard, je pense à Étages, vivaient dans une espèce d'osmose intellectuelle avec la pensée juive, quelque part. Alors, je ne sais pas si le mot d'osmose est le Oui, plus c'est peut-être juste, pas le bon mot, mais disons qu'il y avait des échanges, bien sûr, bien sûr. Rachid a été traduit en latin aussi. De ce que nous voyons dans les sources chrétiennes, il a été lu et discuté. Mais je pense qu'il ne faut pas minimiser le rôle des échanges entre intellectuels à cette époque. Et l'un de nos auteurs, Gilbert Dahan, a fait un énorme travail justement à la fois sur cette période et sur les échanges intellectuels entre les savants chrétiens et les savants juifs. Alors ça, c'est plutôt le nord de la France. Dans le sud de la France, il y a aussi un judaïsme assez différent qui se développe entre disons le Languedoc, l'Occitanie, l'Espagne, et qui a une coloration, lui aussi, enfin, qui est une coloration assez différente, qui est extrêmement vivant. Et c'est aussi, on l'oublie un peu, la naissance de la Kabbale à cette période et dans cette région. Alors, est-ce que c'est la naissance ou est-ce que c'est le lieu de... Enfin, la naissance ou un développement, parce que disons la naissance est mythique. Peut-être son efflorescence. L'efflorescence, voilà. On suppose, je ne vais pas revenir sur les travaux des spécialistes de la Kabbale, mais enfin, il y a forcément eu une pensée mystique dès les périodes les plus reculées de la pensée du judaïsme. Et la Kabbale est un des aspects de la mystique juive. Maintenant, il faut replonger un peu dans la géographie. Alors, on n'a pas de carte, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Le monde était le monde juif, non juif aussi, mais là je parle du monde juif, réparti en deux. Vous aviez d'un côté l'Occident, donc c'est la façade des Juifs évoluant en monde chrétien, et vous avez l'Orient, qui est la façade des Juifs qui ont évolué d'abord dans l'Empire perse, et puis ensuite sous le monde islamique. Et vous avez deux manières de penser l'univers et la loi juive qui sont différentes. Or, si vous allez vers le sud de la France, vous vous retrouvez dans une histoire qui est complètement différente parce que les sources du savoir ne sont pas les mêmes. Vous avez des Juifs qui probablement, et là c'est beaucoup plus probable que ce que j'ai émis tout à l'heure comme hypothèse quant à l'arrivée des Juifs du côté du nord de la France, ils sont passés par la Babylonie. Mais ils vivent aussi, ils sont aussi passés par l'Espagne, qui à un moment a été chrétienne, mais qui est mauresque aussi. Donc, ils ont des couches de culture et de transmission culturelle et de tradition qui sont très différentes. D'où, effectivement, l'éclosion d'un judaïsme qui est très différent de celui de leurs voisins du Nord. Les cultures sont différentes, mais même les cultures chrétiennes sont différentes. C'est-à-dire, c'est pas les manières de penser le christianisme à l'époque avant que les morts ne s'installent vraiment dans certaines parties de l'Espagne, étaient très différentes de celles qui ont prévalu en Europe du Nord ensuite. Il faut penser que les populations locales... Oui, il y a des écoles extrêmement brillantes qui ont une renommée, pour le coup, internationale. Enfin, internationale de l'époque, tout autour de la Méditerranée, toutes les écoles sont internationales pour l'époque, justement en raison Narbonne, Lunel, Montpellier, ce sont des centres de pensée juive extrêmement puissants. Alors, il faut penser aussi à la proximité de la Méditerranée, qui facilite les échanges et les voyages. Alors, si vous voulez arriver du côté de la France du Nord, le voyage sera beaucoup plus long.
parce que d'abord, effectivement, si on vient de Babylonie, il y a eu un bateau, mais après, il faut marcher à pied, il faut traverser des rivières, avoir des charrettes, des chevaux, des bœufs, je ne sais pas comment, enfin, tout dépend de vos moyens. Mais si vous restez près de la mer Méditerranée, c'est beaucoup plus facile d'y arriver, et ensuite de se diriger vers un centre rabbinique. Mais les Juifs voyageaient pas mal. Nous avons même des sources de la Gnisa qui montrent comment des Juifs donc de Palestine ou d'Égypte envoyaient leurs enfants en Europe, du nord ou du sud, pour étudier. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un âge... Alors, on arrive à la fin, malheureusement, de l'émission déjà et on va renvoyer tous nos auditeurs et nos spectateurs à ce livre, donc dirigé par Sylviane Goldberg, Histoire juive de la France. Vraiment un livre formidable. Juste, à quel moment est-ce que cette... je ne sais pas si c'est un âge d'or du Moyen-Âge, mais à quel moment est-ce que ça se termine et où ça devient vraiment, vraiment compliqué pour les Juifs en France? Ça devient compliqué à partir du moment où on les expulse. Ouais. Parce qu'il y a eu 3 expulsions. Lors de la première expulsion, c'est une expulsion qui interdit aux Juifs de résider. Ça, c'était quand, la première 1306. Mais c'est une expulsion qui interdit... Donc c'est Philippe le Bel. Oui, qui interdit aux Juifs de rester sur le royaume, mais il faut penser à la taille du royaume, qui est minuscule. Donc les Juifs vont un peu plus loin, ils sortent de l'île de France, ils vont dans les villages un peu plus éloignés, mais ils sont rappelés, parce qu'on a encore besoin d'eux. Et donc ils reviennent. On ne sait pas si c'est exactement les mêmes qui reviennent. Ça, les sources ne nous le disent pas. Mais en même temps, il y a diminution. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va expulser les Juifs, ceux qui partent sont obligés d'abandonner leurs biens au roi. Donc, ils s'appauvrissent. S'ils reviennent, ils reviennent pauvres. Et donc, il y a difficulté de retrouver une routine ou un quotidien. Mais ce qui est curieux, c'est que... dans le même temps que la condition des Juifs se fait difficile, les écoles rabbiniques et les travaux intellectuels sont extrêmement importants. Et c'est à partir de ce moment-là, enfin pas seulement à partir de ce moment-là, bien sûr c'est depuis Rachi, mais je veux dire qu'il y a des choses qui se mettent en place dans la culture rabbinique qui deviennent fondamentales et qui passent dans tout le judaïsme universel, je dirais. Sylviane Goldberg, merci. On consacrera la prochaine émission, puisqu'on va faire 4 émissions autour de cette histoire juive de la France. Et lors de notre prochaine émission, on reprendra ce moment de l'expulsion des Juifs de France pour voir un petit peu ce qui s'est passé entre cette période et, je dirais, la Révolution française, période qu'on connaît moins peut-être, mais qui est tout aussi passionnante. Donc je renvoie tout le monde à cette histoire juive de la France. Merci beaucoup. Qui est paru chez Albin Michel. Merci Sylvie, à très bientôt. Merci à vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.